C'est bon? On attaque la suite de la Mishnah He, toujours Hillel. Velo habaishan lamed, velo hakabdan melamed, velo cholamarbe bisron ramarkim. Alors nous avons ici un bloc de 3 à l'intérieur d'un bloc de 3. D'accord? Je vous rappelle donc que très souvent dans Pirkei Avot, notamment chez les Zugot, c'est toujours des sentences par 3. Enfin toujours non, mais très souvent des sentences par 3. Alors ici, Lo Abaishan Lamed. Le timide n'est pas Lamed, le timide n'est pas bon étudiant. Alors évidemment, je force un peu. Vela kabdan melamed, c'est un pael, c'est un participe. Donc là, Baïchan Lamed, le timide n'est pas bon étudiant. Vela kabdan, le sévère, n'est pas bon enseignant. Velo chol amar bebisro hamarkim, et tous ceux qui alors comment traduire? Littéralement, tous ceux qui s'adonnent au commerce, hein, mais avec ribouille, donc tous ceux qui s'adonnent beaucoup au commerce, etc. Tout cela ne sont pas markim, ne deviennent pas des chachamim. Je reviendrai bien sûr là-dessus. Alors, ce qu'il faut déjà noter, c'est que dans ces 3 sentences, il se produit l'inverse que ce qu'il se produit dans les 2 premières. Qu'est-ce que on avait des prédicats Yerechet et Chassid, donc des prédicats relevant de ce qu'on appelle les midot, disons relevant de l'éthique ou de la morale, tandis que les sujets étaient caractérisés par des vices ou des défauts relevant de ce qu'on appelle des qualités intellectuelles. C'était Bourg et Amaharet. Ici, c'est l'inverse. On a 3 sujets, Baïchan, Kabdan et Marbe Bisran, qui tous, pour le 3e c'est moins évident, mais je montrerai qu'il en est aussi, que c'est aussi le cas, qui tous sont relèvent tous, ces 3 sujets sont caractérisés par des qualités ou des défauts qui relèvent des midot, donc qui relèvent du caractère. La baïchanout, la kabdanout et le ribouille bisrora, on verra plus exactement. Tandis que les prédicats, eux, relèvent exclusivement de vertus, des midot, ce qu'on appelle les ma'alot sikhliot, comme dit Rambam, des vertus intellectuelles. Lamed, donc disons la capacité d'apprendre, Melamed, la capacité d'enseigner, et Markim, le devenir Chacham. D'accord? Donc on est vraiment... Là, les choses se sont inversées d'un groupe de sentences à l'autre.
Alors bien sûr, quand j'ai traduit par capable, Lamed et Mélamed, par capable de bien apprendre et capable de bien enseigner, je ne suis pas... Je prends quelques libertés là avec la lettre. Hein, c'est simple. Il est dit simplement Lamed et Mélamed, étudiant, enseignant. Le Baïchan n'est pas étudiant, le Kabdan, le sévère, n'est pas professeur. Abi, tu peux m'apporter une... Pourquoi? Qui doute qu'un professeur sévère puisse enseigner, ni qu'un élève timide puisse apprendre? Il y a bien des étudiants timides. Il y a bien des professeurs sévères. Donc, c'est pourquoi j'ai traduit Lamed et Mélamed par bon étudiant et bon professeur. Si, et donc, Hillel voudrait dire qu'un étudiant timide n'est pas bon étudiant, n'apprend pas bien. Qu'un professeur sévère n'enseigne pas bien, n'est pas bon enseignant, n'enseigne pas. Merci. Ça, c'est... Voilà, c'est encore une fois, hein, tout ça, c'est très... Il n'y a rien de... Il n'y a rien là de très neuf. Alors reste la troisième sentence, plus complexe, hein, plus énigmatique. Lo kolamarbé bisrora. Alors, là aussi dans cette troisième sentence, donc littéralement, quiconque multiplie les activités marchandes. Hamarbé bisrora. Srora, c'est la marchandise, le commerce. Quiconque multiplie les activités commerciales, son activité marchande. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ici? Donc, c'est bien une activité. Marbé bisrora, c'est comme on avait vu, Altar Besicha Maïcha, Eve Marbé l'Arkor et Taïdim. C'est une expression qu'on a déjà rencontrée. Il s'agit bien d'une... Le ribouille bisrora, il s'agit bien d'une activité. Donc, ici, c'est dissonance, pour ainsi dire. Pourquoi? Il était question de Baïchanout et de Kabdanout, qui sont des qualités ou des défauts. Tandis que le ribou bisroa, ça désigne une activité, voilà, littéralement. Donc ça pose un petit problème. Alors, il faut traduire donc à Marbé le ribou bisroa, nous traduirons littéralement par la suractivité commerciale. Alors évidemment, le ribouille bisrora, ça vraiment caractérise le monde moderne. Enfin, le monde moderne, contemporain plutôt. Hein, le ribouille bisrora, ça caractérise parfaitement la suractivité commerciale, ça caractérise parfaitement le monde contemporain. Oui, oui. Pas seulement. Même... Alors, il n'empêche que cette suractivité commerciale que l'expression de suractivité commerciale cache ou implique un caractère, suppose un caractère, un trait de caractère, comme on dit, à l'instar de Baïchan et de Kabdan. Un caractère qui porte à la suractivité commerciale comme la timidité porte, disons, à l'inhibition et comme la sévérité porte, comme le dira notamment Rambam, porte à la colère et à l'impatience. Quel est donc le caractère qui porte à la suractivité commerciale? Encore une fois, hein, nous n'en sommes qu'au pshat pour le moment. Quel est ce caractère, cette mida qui nous porte à la suractivité commerciale? Voilà, je vous le demande. Hein.
Ouais, effectivement. Bon, c'est simple. Et on dit, par exemple, ici, quand on dit Marbé Bisranra, c'est exactement. Donc, pour caractériser, on dit Marbé Bisranra pour caractériser une mida, c'est exactement comme en français, on dit, par exemple, coureur de jupons. Coureur de jupons, c'est une activité. Ouais, je veux dire, c'est non lucrative, bénévole. Mais ça désigne, on entend par là, en vérité, une mida, rare, enfin un vice, hein, notamment l'appétit sexuel. Eh bien, ici, c'est pareil. Dans Marbé Bisranra, ça désigne effectivement, on a traduit par suractivité, le suractif dans le commerce, mais on pourrait traduire le coureur de marchandises, pour reprendre un coureur de marchandises. Et qu'est-ce qu'on entendrait donc? Qu'est-ce que ça cacherait? Qu'est-ce que ça désignerait comme mida? Toi, tu dis la cupidité, c'est pas mal. C'est vrai. Mais cupidité, c'est déjà trop... c'est connoté, c'est un vice. La cupidité, oui, mais en vérité, c'est pas sûr. Enfin, c'est pas présenté ici, c'est pas dit ce que je vais montrer. Il s'agit pas en vérité d'un vice. C'est pour ça que je dirais quelque chose d'un peu plus neutre, l'appétit de lucre, d'accord? Et l'appétit de lucre n'est pas tout à fait la cupidité, parce que on tolère il y a le fameux Gan de Vilna dans les Venschlema, qui justement dit qu'il faut, en tout cas chez certains, il faut un certain appétit de lucre, ce qu'il appelle une certaine dose de chemda, d'accord? Il dit bien que ça n'est pas un vice. Donc donc je préfère traduire par appétit de lucre, et je vais préciser, mais j'y reviendrai. Et plus positivement, qu'est-ce que c'est? Plus positivement, par exemple, prenez aujourd'hui, je ne sais pas si mes beaux-frères sont des hommes d'affaires, donc c'est bien des Marbé Bisranra. Oui, non, je ferai très attention. Et comment les caractériserait-on? On va pas peut-être l'aîné, c'est vrai, peut-être par l'appétit du lucre, mais en vérité, on les caractérisera, et ils se caractérisent eux-mêmes surtout comme des... Non, l'ambition, ça se trouve partout. Des... Ah, ouais, bon, ça, c'est déjà très littéraire. Mais ils se définissent comme des hommes d'action, enfin, des hommes énergiques, dynamiques. Hein, le caractère d'un Marbé Bisranra, c'est le dynamisme. Alors, hein? Mais mais oui, parce que justement, on a trop vite fait. Mais je vais m'expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi je crois qu'il faut y voir ici des qualités positives. Et ça serait l'inverse des deux premiers qui seraient négatifs. Alors je vais te montrer que non. Même ceux-là, ils sont Mais justement, on va travailler sur un Rabbeinu Yonah, justement, qui va montrer que la Baïchanout, c'est en vérité, alors je vais un peu vite, mais c'est une qualité positive, et on va voir pourquoi. Mais j'y viens, mais c'est pour ça que je préfère. Alors, laissons ouverts, gardons ces deux traductions, soit donc l'appétit du lucre. Le lucre, c'est le gain. L'appât du gain. Alors, l'appât du gain, si tu veux, mais l'appât du gain, c'est encore une fois très péjoratif, tandis que l'appétit de lucre, un libéral, par exemple, il parlera d'appétit de lucre comme ressort ultime de toute de la liberté, de l'exercice de la liberté.
Alors, donc l'appétit de lucre, ou, disons, le dynamisme, ou je préfère le terme d'énergie. L'énergie. Le Marbi Bisrora, ça caractérise l'homme énergique, l'homme mobile. Et on va voir, effectivement, que dans la Guémara, il s'agit non seulement du tagar, du sachan, pardon, enfin du tagar, c'est-à-dire du commerçant installé, donc il a sa boutique, hein, mais aussi du sachan. Et le sachan, c'est nos hommes d'affaires qui voyagent dans le monde entier. Sachan, ceux qui tournent. D'accord ? Alors, l'homme énergique, nous dit-on, ou doué d'un fort appétit de lucre, Marbé Bisrora, si il exerce cette qualité ou vertu, si l'on peut dire, ne sera pas markim, n'accédera pas à la chorma. Alors attention, bien sûr, markim est un terme ambigu, il peut vouloir dire soit rendre chacham, comme on dit dans le pasouk, dans les psaumes, Torah Hashem temima. C'est le seul, hein, d'ailleurs. Ouais. Et d'où Hashem neemana markimat peti. Elle rend avisé le petit, le crédule, l'homme crédule. On dit aussi que Eretz Israël est marquima. Alors, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut entendre. Non, mais c'est ce qu'on appelle une antiphrase. Une antiphrase. C'est que ça rend idiot, en vérité. Alors, par exemple, donc il faut l'entendre comme en Baba Batra, 25b, où l'on dit, Rav Yitzhak dit, quiconque, et c'est plus rare, l'acception est plus rare, et c'est sans doute dû à Hillel, quiconque veut devenir un Talmid Chacham, Markim, c'est le signe, qu'il se tourne dans sa tfila, dans sa prière, vers le sud. Yadrim, qu'il se tourne vers le sud. Je ne vais pas revenir sur ça, mais voilà. En gros, ça c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le terme de Markim. Alors, est-ce qu'il s'agit, la question évidemment qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit là de considération, en tout cas pour les deux premières sentences, de considération pédagogique? Ça en a tout l'air, bien sûr. Hein? Faut pas être timide, quoi, si l'on veut. Ça vous concerne. Faut pas être timide, quoi, si vous voulez apprendre. Pas étudier, apprendre. Et l'autre me concerne, pour le coup, très fort. Il ne faut pas être sévère pour bien enseigner. N'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Il y a même une étude, je trouvais ça, je me dis, est-ce que vraiment, il y a une étude de l'université de Miami, comme quoi, ils ont vraiment de l'argent à perdre, l'université de Miami, qui a montré en tout cas, que les enfants très timides apprenaient moins que les autres. Heureusement qu'il y a l'université de Miami. S'ils connaissaient leur Pirkei Avot, ils auraient fait l'économie de quelques dizaines de millions de dollars, peut-être. Ouais, ils auraient pu faire un nom CTF. Maintenant, donc ça c'est pour la mashmaout, disons le sens obvi, la lecture naïve de la Mishnah, enfin de cette partie de la Mishnah. Pour les mefarshim, les commentateurs, on ne trouve pas grand-chose. Alors les principaux, c'est Rashi, Maïmonide, tous leur emboîtent le pas, enfin tous les suivent, vraiment très, très docilement. Et Rashi, comme Maïmonide, eux s'adossent sur la Gemara, notamment pour Baïshan et pour Marbi Bisrora. Donc il y a deux passages dans la Gemara, l'un sur Baïshan, cité donc par Rashi
et Maïmonide. Alors, le premier, c'est pour Baïchan. Cette fois, le Maïmonide n'en parle pas. Berashi Sid Brachot, 63b. Et qu'est-ce qu'on lit dans Brachot? C'est une bracha très célèbre. Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Rav Shmuel bar Nachmani a dit Maï dirtiv. Qu'est-ce qu'il est écrit? Im navalta behitnase. Si tu t'humilies, tu te fais nevela. Si tu t'humilies, behitnase, en te levant, en t'élevant, au-dessus des autres, ça behitnase. Alors littéralement, ça veut dire en t'élevant au-dessus des autres, tu te fais nevela, tu te fais charogne. Tu deviens une... Ve'im zamota, yad, l'épée, et si tu muselles ta bouche avec la main. Un souk étrange. Alors, comment on est Doresh, comment Rav Shmuel bar Nachmani et Doresh interprètent ce verset? Il entend Kol amenabel atzmo al divrei Torah. Quiconque se fait charogne dans l'étude, se fait... Enfin, charogne, c'est peut-être pas le mot, se fait... se fait moins que rien dans l'étude, s'humilie dans l'étude, sopholit nassé. Il finira par s'élever dans l'étude. Ve'im zaman, yad, l'épée, et si il muselle, c'est-à-dire s'il se muselle, yad l'épée. En coupe, on dit il y a de l'épée, main à la bouche. Porter la main à la bouche, ça veut dire mutisme. Rachidi, ça veut dire quoi? Et donc il reprend, il l'explique là-bas sur place et le reprend ici. Il le cite simplement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simple, si on est prêt à s'humilier, c'est-à-dire à s'humilier en classe en tout cas, en cours. Si l'on n'a pas peur d'être ridicule en posant des questions à son mélamède, alors on finira par grandir dans l'étude. Si l'on n'a pas peur, si l'on n'a pas peur de s'humilier à poser une question, c'est parfois gênant. Quand on n'a pas compris quelque chose, on hésite, on a peur. Ça, c'est Baïchanout. Oui, alors. Et si tu te muselles, donc si tu muselles ta bouche parce que tu crains, parce que par timidité, par fausse honte, alors, il y a de l'épée, mutisme, tu n'accéderas jamais à l'étude. Donc il faut retirer votre muselage et allez-y. Il faut mordre. Oui. Comme dirait Milner, c'est quoi la qualité? Qualité du révolutionnaire. L'audace. Il faut de l'audace. Alors, en vérité, bon, ça c'est... Je veux dire, pour apprendre bien, il faut de l'audace. En vérité, encore une fois, ce n'est pas tout à fait juste. Il faut de l'insolence pour bien apprendre. Parce que Baïchanout, nous allons le voir, je m'avance bien, nous allons le voir, Baïchanout, c'est une qualité. Son contraire, c'est l'insolence. On va le voir quand on va faire Rabbeinu Yonah. Ça, c'est Rashi sur Baïchanout, et tout le monde suit. Alors, tout le monde reprend, plus ou moins, l'explication de Rashi, donc la Gemara, sauf Rabbeinu Yonah, il ajoute une petite chose. Il dit, voilà, c'est son premier pshat, sa première glose, puis ensuite il reprend la glose officielle. Première glose, il dit,
il ne faut pas avoir peur d'étudier. Il ne faut pas avoir honte d'étudier la Torah. Où qu'on soit. Il ne faut pas avoir honte d'étudier la Torah. Et puis il cite un verset de Melachim, je crois, et dans lequel il est question de David. Il est question de David, et il dit, un verset de Teilim, pardon, et d'Abera be'edotecha neged melachim, je parlerai de tes edot, neged melachim, en présence des rois, velo evosh, sans honte. Et donc il ajoute, David, alav ala shalom, bevocho mipnei Shaoul, quand il a fui devant Shaoul, omdo lifnei malchei umot haolam, mais quand il a fui donc chez des rois étrangers, lo haya mitbayesh mildaber batorah bemitzvot, il n'avait pas honte de parler Torah avec eux, gam ki yatelubo umanaim dvarav, même s'ils se moquaient de lui. Alors, il n'avait pas peur. Donc on n'a pas peur, on est à l'université, un juif ne doit pas éprouver de honte à parler Torah. Voilà. Hein? Mais non, Bet Rabat, c'est hors université. Je te dis, dans l'enceinte de l'université, il faut avoir le cran, l'impertinence de parler de Torah. C'est pas pareil que ce qu'on avait dit avant. C'était l'impertinent par rapport à son maître. Là, c'est. Oui, mais je te dis, c'est le seul à faire ce pshat, Rabbeinu Yonah. Voilà. C'est la petite liberté qu'il se permet. Pourquoi on voit toujours la baïchanout comme liée au langage? Non, pas seulement lui. C'est-à-dire le fait que l'élève pose des questions ou parle. Et pourtant, on dit bien c'est la Machika. Est-ce que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, sur Seyag la Chochma, non, c'est pas là-dessus, c'est sur l'Omatzatilan. Ouais. Il y a un Tiferet Israël qui change le texte et qui dit que je n'ai rien trouvé d'aussi mauvais, je n'ai rien trouvé de bon dans la shtika, dans le silence. Et justement, il renvoie à notre passage ici. Donc, bon, c'est une question, mais je vais pas. Le silence dont il est question là-bas, ça n'a rien à voir. C'est pas le silence de l'élève en présence lors d'une leçon. Il ne faut pas, lors d'une leçon, garder le silence. Il faut, au contraire, montrer de la pertinence. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur Kabdan, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit Rambam, très court. Rambam dit, par sévérité, il dit de la sévérité, de la Kabdanout, qu'elle conduit à la colère, et, rajoute Rabbeinu Yonah, à la suite du Rambam, à l'impatience. Kotser Darat. Kotser Ruach, pardon. En gros, le Rambam dit, pourquoi la sévérité n'est pas bonne chez un professeur? Parce qu'elle le rend impatient et colérique, et qu'il faut, en présence d'élèves, il faut au contraire montrer de la patience et de l'indulgence. D'accord? Oh, on est dans le pédagogisme encore. L'un est le pendant de l'autre. En face d'un élève qui pose des questions, le professeur doit être patient devant. L'un fait quoi à l'autre? Oui? Quoi? Oui, ça veut dire puisque l'élève est impertinent. Exactement. Le bon prof doit être patient. Remarque judicieuse, effectivement. Et, pour finir, sur les Mefarshim, sur Marbé Bisrora, Rashi, comme Rambam, et sans qu'ils se soient concertés, puisqu'ils ne se sont pas lus, il cite la même dracha, le même passage même dracha dans la Gemara, dans Eruvin, qui est aussi connu. C'est une dracha de Rabbi Yochanan Amar, sur l'Oba Shamaimi. La Torah, elle n'est pas au ciel. L'Oba Shamaimi, donc c'est dans Dvarim, Nitzavim,
Rabbi Yochanan dit Lo b'shamayim hi, lo timtsa begassé haruach. C'est-à-dire quoi? Qu'elle n'est pas au ciel. Elle ne se rencontre pas chez les gassé haruach, chez ceux qui se montent la tête jusqu'au ciel. Donc les arrogants, les présomptueux, les fat, littéralement, c'est les fat. Velo me'ever layam, le passou continue, elle n'est pas non plus au-delà des mers. Lo timtsa, tu ne la rencontreras pas, tu ne la trouveras pas, la Torah, lo besachanim velo betagarim. Ni chez les sachanim, donc les commerçants itinérants, les marchands itinérants, ni chez les tagarim, ni chez les commerçants qui tiennent boutique. D'accord? Donc, et Rambam et Rashi renvoient à ce passage, sans autre explication. En gros, les autres Mefarshim qui ont suivi expliquent en gros, bah oui, si tu t'adonnes à, notamment Rabbeinu Yonah, si tu t'adonnes au commerce, trop au commerce, d'accord, tu vas faire de ta mlacha le keva et de ta Torah le haray et de ta mitzvah. Tu vas faire donc de ta Torah l'inessentiel. Et rappelez-vous ce qu'il avait dit, qu'à faire de sa Torah l'inessentiel, on finit par ne plus étudier du tout. D'accord? C'est ce qu'il avait établi. C'est pourquoi on ne rencontre pas la Torah chez les commerçants ni les marchands. Ça, c'est une farchie. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, encore une fois, on est dans le pédagogisme assez plat. Alors, est-ce qu'il faut prendre plus au sérieux le propos de Hillel? C'est 3 sentences. Ce trio, est-ce qu'il faut le prendre un peu plus au sérieux? Est-ce qu'il y a lieu de faire une lecture raisonnée de ces 3 sentences? Une remarque en passant, c'est que le propos de Hillel, sur Baïchan notamment, sur Kabdan. Venons à Kabdan Melamed, c'est d'autant plus, en vérité, ce propos qu'on pourrait prendre pour un propos, il est d'autant plus piquant qu'il existe une braïta dans Nedarim qui dit la chose suivante. Tanya, donc braïta. Non, pardon, de toute façon, c'est pas ça. Oui, non, sur Kabdan. Pardon. Sur Kabdan, c'est d'autant plus piquant le propos de Hillel, c'est qu'on dit, effectivement, dans une braïta, mais là, je pense à une autre, dans une braïta, qu'est-ce qu'on dit on dit Lo yiyeh Kabdan keshamay. Donc, ici, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une pique à l'égard de Shammai, son collègue, son adversaire. D'accord? Le Kabdan Melamed, c'est presque une critique de l'école de Shammai et de l'enseignement de Shammai. Non, mais là, en l'occurrence, ce serait presque une pique qu'il... Autre chose, contre Shammai. Kabdan, une braïta dit, ne soit pas Kabdan comme Shammai. Donc c'est bien évident. Shammai était donc bien connu comme un Kabdan. Quand il dit Lo Kabdan Melamed, on peut s'empêcher d'y voir une allusion
une critique déguisée de l'enseignement de Shammai. Bon, je laisse ça donc aux historiens du judaïsme antique. Ça vous intéresserait sans doute. Je vais m'intéresser à un autre point sur Boucha. Sur la Boucha, sur Baïshan. Lo ha-Baïshan lamed, c'est une sentence. En vérité, et c'est là que c'est là le pivot. Lo ha-Baïshan lamed, il y a une braïta qui dit, c'est dans Nedarim, une braïta qui dit la chose suivante, vous allez comprendre pourquoi c'est le propos de Hillel est si, en vérité, si surprenant. La braïta dit, citant Shemot, Ba'avour qui est irato al pnechem. Donc j'ai fait tout ça, tous ces nissim, pour que ma crainte, enfin, pour que sa crainte, Elohim a fait tout ça, c'est Moshe qui parle, a fait tout cela, Hachem a fait tout cela, tous ces signes, tous ces prodiges, afin que sa crainte soit sur votre visage. On est d'Oresh, on interprète Zobusha. La crainte sur le visage, ça s'appelle Boucha. Alors, on traduit la honte, mais la honte est trop péjoratif en français, donc je vais traduire en français plus ancien, vergogne, qu'on n'emploie plus que sous l'expression sans vergogne. La vergogne, c'était la honte, mais une sorte de positive, une modestie, une retenue. C'est la vergogne, c'est Boucha. Zobusha, la crainte sur le visage, ça désigne la Boucha. Le passou continue, les vilti techetaou, pour que vous ne fautiez pas. On est d'Oresh. Melamed, ça nous apprend. Shabusha, Mevia, l'idée, iratret. Ça nous apprend que la Boucha amène à la crainte de la faute. Mikan Amrou, de là, les Chachamim disent, Siman Yafe Be'adam Shu Baïshan. C'est un bon signe quand un homme est timide. Ce qu'il y a de surprenant, c'est quoi? D'abord, c'est qu'évidemment, ici, la Boucha est présentée comme une qualité. C'est une midatova. Pourquoi j'insiste? Parce que le Rabbeinu Yonah dit, Velo ha-Baïshan lamed, Rabbeinu Yonah dit, midat ha-boshet. La qualité de boshet, hitova b'chol inyan. C'est une vertu tout le temps. Levad melimoud. Levad belimoud. Sauf dans l'étude. Il s'appuie sur ce passage de la Gemara, sur cette dracha de la Gemara de Nedarim. C'est d'autant plus surprenant qu'il est question de iratret. Il est question que la Boucha conduit à iratret. Or, qu'est-ce que vient de dire Hillel dans la même Mishnah précédemment? En bourg yirechet. Le bourg n'est pas yirechet. Le bourg ne craint pas la faute. Conclusion, un bourg, c'est un homme sans vergogne. Il n'a pas la vertu de bochet. C'est l'homme sans vergogne. Ça, c'est le bourg. L'homme sans vergogne, il n'est pas yirechet. Il ne craint pas le mal fait. D'accord? Alors, c'est incroyable. Siman Yafe Badam Shu Baïshan. C'est un bon signe que l'homme soit timide. Alors, je comprends pas. On est en plein là dans le sujet. Iratret, Boucha, Baïshan, Baïshanout. C'est une qualité, la Baïshanout.
Qu'est-ce qu'il nous raconte, Hillel? Lo Abaïchan Lamed, mais je comprends pas. Alors, il y a thèse et antithèse. Alors, on entend, oui, mais c'est vrai, mais quand même, la timidité... L'université de Miami, quoi, c'est sérieux, elle nous l'a dit. Une étude scientifique. Alors, Hillel peut bien se tenir. Quoi? Il dit c'est bon, sauf que pour l'étude. Bon, d'accord. T'es allé loin, là. Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. D'habitude, t'es plus... Non, c'est pas moi qui le dis. Tu as cité, quand il a dit que là-bas, c'est une bonne qualité, C'est la Gemara, c'est la Braïta. c'est sauf pour l'étude. Pour l'étude, c'est pas une bonne qualité. Oui, j'ai bien compris. Ah, le Rabbeinu Yonah, tu veux dire? Voilà, c'est ce qu'il Ben oui. il a trouvé la solution. Mais ça résout pas quoi de cette mission. Mais enfin, ça ne résout pas le problème. C'est purement verbal. Enfin, c'est pas vrai que... On entend, c'est vrai, on entend que la timidité ce soit pas... On part pas de Mais pourtant, c'est dit, ça, Siman Yafé. C'est un Siman Yafé. Je reprends Rabbeinu Yonah. Midat aboshet hi tova bechol inyan levan milimud. La mida de boshet, la qualité de boshet, de vergogne, elle est bonne. Bechol inyan. Tout le temps. Sauf dans l'étude. Première chose, donc premier renversement, c'est que Baïchanout, je force le trait et je reviendrai là-dessus plus tard, mais faisons comme si de rien n'était pour le moment. La Baïchanout est présentée cette fois ici dans cette braïta comme une qualité. Donc, c'est pourquoi j'ai précédemment voulu traduire autrement qu'on fait d'habitude les sentences de Hillel dans un sens plus positif. Parce qu'en vérité, la Baïchanout, c'est pas un défaut quand on dit le timide n'est pas... La timidité, c'est un défaut. C'est un défaut de caractère. C'est une faiblesse de caractère. Là, pas du tout. C'est pas présenté ça. C'est Siman Yafé. D'accord? Donc c'est là, renversement, la Baïchanout n'est pas comme on l'a cru, comme on a voulu le croire, n'est pas un vice moral. Ils ont un défaut moral, une faiblesse. Mais c'est au contraire l'indice, je reviendrai sur cette expression de Siman, l'indice d'une vertu, la bochette, et je montrerai, mais ça viendra plus tard, qu'il y a en vérité une différence entre bochette et baïchanout, entre la vergogne et la timidité. Mais, jusque-là, disons simplement, disons un peu grossièrement, la baïchanout, c'est une qualité. Disons que c'est la bochette. C'est une qualité. C'est une vertu. En regard du limoud, notamment dans l'apprentissage, dans l'étude sous le mode de l'apprentissage, donc chez l'étudiant, c'est un vice. Là, Baïchan Lamed, c'est un vice. Ah. Inversion des valeurs. Ça, c'est clair, c'est net pour le Baïchanout. Les textes sont là. Eh bien, en vérité, c'est aussi vrai de Kabdanout et de Marbé Bisroa. C'est pareil, en vérité. C'est le même. Il opère la même inversion de valeur. Kabdanout, c'est par elle-même, la Kabdanout, c'est
l'indice d'une vertu que j'appellerais, donc ce qu'on appelle la sévérité, c'est par elle-même, c'est la sévérité dans l'enseignement, c'est l'indice, comme la Baïchanout l'est de la Bochette, c'est l'indice d'une vertu, d'une qualité morale qui s'appelle la rigueur. La rigueur morale, j'entends. Hillel, qu'est-ce que inversion des valeurs, Hillel nous dit qu'en regard de l'étude, sous la modalité de l'enseignement, donc chez un professeur, c'est un vice. Le Kabdanout, c'est un vice. De même maintenant, pour le troisième, le dynamisme commercial ou l'énergie. C'est quoi l'énergie dans le commerce? C'est quoi? C'est l'indice d'une vertu. Quelle vertu? Tiens, je vais voir si vous avez un peu dit. Le dynamisme, c'est l'indice de quelle vertu? Oui, c'est quoi? Non, non, pas l'ambition, non. Oui, enfin, le dynamisme, c'est pas tout. On ne dira pas le courage. C'est pas sûr du tout que les hommes d'affaires soient très courageux. Je dirais même que j'en doute un peu. Mais les hommes d'affaires sont courageux. Oh. Ils risquent une partie de Ils leur risquent de fortune. perdre. Des fois, c'est des Quand ils jouent leur argent. Ah, c'est ça que vous appelez le courage. Bah oui, C'est ça, mon courage. c'est un courage du Genre, business. c'est pas la guerre. C'est pas- Ah non, c'est pas la guerre. C'est juste l'argent. Ah, le lucre. C'est pas des révolutionnaires. Hein? C'est pas des révolutionnaires. Et je dirais pas, donc. Non, c'est. Je dirais pas que c'est le courage. Quelque chose d'autre, quelque chose d'autre de plus précis. Oui, ça veut dire quoi? Mais c'est quoi? C'est Wikipédia. la puissance d'engagement dans l'action, s'engager dans l'action. Oui, volontarisme au sens... l'activisme, voilà, l'activisme. Oui, mais il faudrait que le mot d'activisme ne soit pas connoté. Ce serait le propre. C'est-à-dire que l'énergie, au sens... Oui, l'énergie, mais je pense que l'énergie, ou ce que j'appelle le dynamisme... Oui, l'énergie, disons l'énergie. Hein? Proactif. Quoi? Proactif, c'est un terme à la mode. Ouais. Je demande à l'homme d'affaires. Ah oui, bon, ça veut dire quoi, proactif? Ça a remplacé. C'est pas un nom de médicament? En fait. Non, Ah, on dit c'est un proactif. Ouais, je suis proactif. Je vais chercher les bonnes affaires, j'attends plus qu'elles arrivent. Qui est avant la bonne affaire, qui va dénicher. Tu coupes, Voilà, Sachan. Ouais. et tu dis proactif, ça fait très bien. Ah non, non, excuse-moi. Je suis pas à la solde des... En position réactive. Un réactif, proactif, d'accord. Proactif, c'est quelqu'un qui est- L'action devancière. Voilà. Donc, disons l'énergie. Pourquoi? Parce que dans énergie en grec, c'est l'énergie, c'est être dans l'acte. L'ergon, c'est l'acte. Ergon, on est dans l'acte. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est voilà, c'est le propre, on va dire. C'est comme ça que le libéralisme, le libéralisme fait sa promotion. L'énergie. Des hommes d'énergie. Inversion des valeurs, et là elle dit, dans l'étude, notamment dans le devenir chacham. Là, parce qu'il c'est markim, devenir un chacham. Donc, après que l'on passe le stade de l'apprentissage. Hors enseignement, le devenir chacham, c'est quoi? L'énergie, c'est un vice.
Mollesse, une vertu. Je dirais pas mollesse. On peut dire apathie, c'est vrai. On peut dire mollesse, c'est vrai. Vraiment. Mais pour garder le terme, on va dire l'anergie. Non, pourquoi je dis l'anergie? Parce que privation, justement, d'ergon, d'action. Et c'est effectivement ce qui caractérise, ce dont souffrent les intellectuels, c'est d'énergie. Pourquoi ils ont tous couru après l'action? Parce qu'ils souffraient, en tant qu'intellectuels, ils souffraient justement de décrocher. Voilà. Donc ils ont... Ah, je ne sais pas les... Hein? Ah, mais mon père, par exemple, c'était vraiment ça. C'était vraiment là. Il souffrait, il se sentait bien. Donc, voilà. Il a lui dit, mais non! C'est ton statut intellectuel. L'énergie. Et si tu veux être énergique, si tu veux de l'action, c'est aux dépens de la chorma. Voilà une lecture. Alors, c'est incroyable. Là, comment ça? Comment ça commence à sentir le roussi? En d'autres termes, il est trois choses qui, par elles-mêmes, sont des indices de vertu et qui, en regard de l'étude, sous ces trois modalités, sont des vices. C'est Rabbeinu Yonah conclut sa première glose qui lo tova habusha belimud. La bouche. Après avoir dit que la bochette est tova bechol inyan, il dit lo tova habusha belimud. La boucha n'est pas bonne, c'est un vice dans l'étude. D'accord? Il faut le dire aussi de la kabdanout, il faut le dire aussi du dynamisme. C'est pas bon le dynamisme, c'est pas bon d'être dynamique quand on veut être un chacham. Voilà. Voilà ce que dirait Hillel. Bon. Pour le coup, on n'aurait pas été Mao si l'on avait su. Alors la conséquence est quand même assez redoutable. C'est quoi la conséquence? Réfléchissez. Donc je répète. Trois choses sont par elles-mêmes des indices de vertu, mais des vices en regard de l'étude. Conséquence redoutable. Les hommes non vertueux qui sont aptes à l'étude. Ouais, c'est le premier pas. Ouais. Mais plus Et l'inverse aussi. tranché. L'inverse aussi. Et les hommes vertueux, ils sont pas aptes à l'étude. Non, il faut Ouais, mais pas être vertueux pour pouvoir étudier, donc pour être l'intellectuel est immoral. Hein? D'accord, c'est pour je grossis le trait, c'est exprès, c'est une folie provocante, mais c'est pas mon habitude, c'est vrai. Non, mais c'est exprès, je fais de la provoque, mais si tu veux, l'intellectuel, il est dénué de ces trois qualités qu'on a présentées comme des vertus. Pas tout à fait, pour pas... Oui. Mais c'est quoi là? Ça c'est vrai, c'est une des conséquences. Mais la conséquence la plus redoutable, c'est laquelle? Donc tu l'as dit, toi déjà, première conséquence, il faut être immoral dans une certaine mesure pour pouvoir apprendre, immoral dans une autre pour pouvoir enseigner, immoral dans une troisième pour devenir un chacham. Mais est-ce qu'on peut pas Mais il y a pire. Hein? conclure que... Ah, tu veux déjà... Non, au lieu de dire ça, Ouais. dire qu'il n'y a pas de moralité absolue, tout dépend des circonstances. Pourquoi dire qu'on est immoral dans le cadre... Je crois que ma femme aurait dû rester à la maison ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, dans l'absolu, il Ouais. n'y a pas de moralité. Ça dépend des Ça veut dire quoi que tu me racontes? Bah, Ah, tu deviens aristotélicienne maintenant? Celui qui étudie, c'est une vertu pour lui de ne pas être baïcham. À ce moment-là, il est vertueux de ne pas être baïcham. Bon, sinon... Non, mais t'as dit quoi? T'as dit ce que disait Mordechai. Ah,
tout à l'heure. Bah oui, il dit, ah, dans l'étude, c'est pas bien. Ailleurs, c'est bien, dans l'étude, c'est pas bien. Donc, c'est une morale relative. Ouais, bon, d'accord, merci. Autant dire, il n'y a pas de morale. On ne va pas s'accommoder d'une morale relative. On veut de l'immoralité bien saignante. Enfin, une semi-morale, c'est bon pour la social-démocratie. J'ai fait attention, j'ai pas dit socialisme, j'ai dit social-démocratie. Je suis surveillé. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est quoi? Comment être à la fois moral à l'égard de l'exigence éthique, il faut être un homme moral. Comment être à la fois moral et immoral à l'égard de l'exigence de Chokhmah. Il n'y a pas une heure où je reçois l'injonction de l'étude, sois immoral, et l'heure suivante, une injonction de l'instance éthique, sois moral. C'est ça le problème. Hein? Ça veut rien dire, surtout. Qu'est-ce qui veut rien dire? Pourquoi être moral vis-à-vis de l'étude, par exemple? C'est ça. Oh tiens! Oh. Ah vas-y, je comprends pas. C'est moi qui comprends pas. C'est bien. Il y a de l'insolence, c'est bien. Ça commence à venir. Alors quoi? J'ai pas compris. Je sais pas. Je vais poser une question. Non mais j'ai compris. Mais tu peux pas te dispenser d'être un homme, un être moral quand tu étudies. Non, même quand tu étudies. Je comprends pas. L'exigence, comment dire, l'impératif moral, d'accord, c'est un absolu, c'est pas, suivant les circonstances. Quand t'es au bordel, il n'y a pas d'impératif moral. Quand t'en sors, il faut être un honnête homme. Ça, c'est bon pour les bourgeois, mais il n'y a que les bourgeois qui croient ça. Mais les vrais, les vrais honnêtes hommes, les vrais vertueux, ils pensent pas ça. Non, je comprends pas. Toi, c'est un peu comme t'es un bourgeois En fait, t'es un bourgeois de l'étude. C'est-à-dire, quand on étudie, on se défroque, mais sitôt qu'on quitte le Beth Midrash, on redevient respectable. Ah, mais t'as dit quoi, alors? Je comprends pas ce que ça veut dire d'être moral quand on est face à un texte ou dans l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire être moral? Il y a pas de Ça veut dire que tu dois pas être insolent avec ton professeur. Voilà. Toi, tu dois pas t'énerver, toi. Et moi, quoi? Mais non, le contraire. Mais non! Il faut être rigoureux! Mais c'est ça mon problème. C'est que je suis rigoureux dans l'enseignement. Mais si! Non! Ah, ça c'est le Rambam qui veut faire passer la pilule, alors il te dit, ça mène à la colère. Mais c'est pas vrai, le rigorisme. Il faut rester. Qu'est-ce- Ici, on vit sous la terre. Non, c'est jeudi. Comment t'expliquer que l'étude soit une infraction à la moralité? Mais bien sûr, encore une fois, je grossis le trait. Une certaine moralité. Est-ce qu'il n'y a pas à vouloir apprendre, à vouloir enseigner, à vouloir devenir chacham, comme un mépris de la bochette, de la rigueur et du dynamisme? Est-ce que ce n'est pas à vouloir apprendre, à force d'apprendre et d'étudier, prendre le risque de perdre toute bochette, toute rigueur, tout dynamisme? D'où la question de l'immoralité de l'intellectuel, qui est une question pas très agitée par les intellectuels. Hein.
Il faut dire ce qui est. Mais sauf Sartre. C'est son gros problème. Pas la moralité comme on l'entend dans les... Mais le problème de la morale, de l'intellectuel, c'était son gros problème. Alors, nous avons, pour moralité, nous avons les vertus de Boschet, rigueur et dynamisme, enfin énergie. Est-ce qu'à force d'apprendre et d'étudier, on ne va pas finir par tout perdre? Donc, si, quand bien même nous aurions par ailleurs un peu de Boschet, un peu de vergogne, un peu de rigueur morale, à force d'apprendre, à force d'étudier, est-ce qu'on ne perd pas tout ça? De toute façon, c'est avéré, hein. C'est à tester, je veux dire. Aussi bien dans les universités que dans les yeshivot, la morale à la trappe. La bonne moralité, c'est à la trappe. Il n'y a rien de plus, pour le coup, immoral qu'un professeur d'université. Rien de plus immoral en vérité qu'un Maggid Shiur. Hein? Quoi? Il deviendrait comme un bourg, puisque le bourg est sans vergogne. Ouais. Ouais, si tu veux. Quoi? Ça redeviendrait un bourg. Tu vois. On revient. Quoi? Un bon Maggid Shiur gentil qui a rien fait à personne, pourquoi il est moral? Non, mais je parle pas de n'importe quel Maggid Shiur. Je parle d'un Maggid Shiur qui respecte les consignes de Hillel Azaken. Donc, complaisant avec ses élèves, indulgent, un étudiant, quand je dis, c'est pas forcément le professeur, c'est aussi les étudiants. Les Bachourim sont des insolents, des arrogants. Et quant aux autres, les Dir Chachamim, alors là, pour le coup, des apathiques, on en sait quelque chose. Parce que même l'arme atomique iranienne ne les ferait pas bouger de là. Donc, l'intellectuel, dans son apprentissage, dans son enseignement, dans son devenir intellectuel, c'est-à-dire dans son développement d'intellectuel, n'est pas seulement indifférent à la moralité, il est immoral, insolent, complaisant et, pire, énergique. C'est-à-dire tous les traits de nos intellectuels, sauf un qui rachète, voilà. Lui, il est... Bernard. L'énergique, Bernard. Hein? Bon, il faut être charitable. Alors, comment expliquer cette inversion des valeurs dans l'étude? Balimoud. Inversion opérée par Hillel, le Nietzsche de la Mishnah. Comment soutenir pour un juif à l'étude la double exigence d'immoralité et de moralité? De Boschet et d'absence de boucha, de rigueur et d'absence de rigueur, de Kabdanout, d'énergie et d'énergie. Comment soutenir tout ça? Quand on veut être un juif à l'étude, quand on est un juif à l'étude, comment on soutient tout ça? Alors? La jeunesse trépidante, intrépide, énergique. Alors? Ça cale. Moi j'aurais dit que c'est. Parce qu'à chaque fois on voit c'est des espèces en fait. Il y a le genre, il y a des espèces. C'est bien, t'as lu Porphyre, mais après. Il y a certaines. Pour un même genre, il y a des espèces qui sont mauvaises et
d'autres qui sont dans lesquelles c'est bon. Enfin, des espèces qui sont bonnes. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est parce que Rabbi Yonah, il nous dit dans certains cas, c'est vrai. Ah, si tu veux recommencer. Non, Tu crois qu'en disant genre espèce, ça passe mieux? C'est plus malin que le relativisme moral. Je suis pas d'accord avec ce que dit Rabbi Yonah, parce qu'il les met tous au même niveau. Genre, il dit voilà, ça c'est la chose telle qu'elle est. Dans un certain contexte, c'est bien, dans un autre, c'est mauvais. Moi, je dis pas ça. Je dis qu'il y a comme tu disais, il y a le Capdan, d'accord? En vérité, c'est une espèce du genre qui est la sévérité. Mhm. Dans Non, la rigueur. La rigueur. Ouais. En fait, donc cet aspect-là, cette branche-là, c'est une mauvaise mida, et dans une autre branche, ça serait la bonne mida. Oui, d'accord. C'était des embranchements, c'est exactement, c'est dire dans d'autres termes plus savants, ça dépend des circonstances. Hein? Zétalouille. Ouais. Donc c'est bourgeois, ça reste bourgeois sous des airs péripatéticiens, c'est bourgeois. Ce qui nous explique les goûts pour les péripatéticiennes des bourgeois. Mais là, à force, on devient un rabbi. On devient un rabbi, mais à force de... Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas raison? J'ai rien compris. On est tous d'accord, on doit être d'accord. Ouais. Alors tu confonds la volonté générale et la somme des volontés individuelles. C'est très différent. Qu'est-ce qui se passe? Bien, alors, en fait, bon, j'ai dit que j'avais grossi le trait. Ouais. Bon, j'ai grossi le trait, c'est vrai. Mais en plus, j'ai fait un petit... Oui, j'ai triché un petit peu. Qu'est-ce que dit la Braïta? Elle dit... Le bochette, la boucha, mais vient l'idée iratret, conduite à la crainte de la faute. Voilà. Mikanamo, de là, on peut dire que Siman Yafé, c'est quoi l'expression? Ba'adam Baishan, non, n'est-ce pas? L'expression exacte, c'est... Voilà. Quoi? Chez Ubaïchan. Voilà. Siman Yafé Ba'adam, chez Ubaïchan. D'accord? C'est un bon signe dans l'homme, chez Ubaïchan, qu'il soit timide. Voilà. Ce qu'on dit, en vérité, la Braïta distingue nettement entre la boucha proprement dite et la baïchanout. Et de la baïchanout, elle dit, donc la timidité, et de la baïchanout, elle dit, c'est un siman yafé, madame. C'est un indice. Un bon signe. Un indice. La baïchanout, la timidité, c'est l'indice de cette vertu qu'on appelle la vergogne, la boucha. Or, un indice de vertu n'est pas vertu. Autrement dit, la baïchanout n'est pas vertu. La timidité n'est pas vertu, elle est indice de vertu. Siman Yafé. D'accord? Voilà. Ça, c'est évidemment, donc j'ai triché en disant que la baïchanout est une vertu. Oui, bon maintenant, je vous ai dit, j'ai confessé que j'avais triché. Est-ce que vous avez une idée du coup? C'était malin de dire oui, que oui, t'as triché. Mais tire-en les conséquences du coup. Ah, je te laisse le temps. Donc c'est pas une midato. Non! Mais non, mais en le disant comme cela, c'est Siman Yafé. C'est un indice de vertu. C'est pas un vice, c'est un indice de vertu. De même, la sévérité est un indice de rigueur morale. Elle n'est pas la rigueur, elle n'est pas elle-même une vertu. Et la suractivité commerciale n'est pas non plus l'énergie comme ils veulent nous le faire croire. C'est seulement, et pour autant que l'énergie est une vertu, c'est seulement un indice de vertu.
On va dire, d'accord, bon. Et après? Quoi, c'est une toute ça, c'est que tu vas voir. Non, Pour l'étude, non. Un timide porte portant en lui l'indice d'une vertu qui s'appelle la boucha. Il n'a pas acquis, il n'est pas possesseur de la vertu, comme dirait le Rambam, possesseur de la vertu de boucha. Il n'en a que l'indice. Ça, c'est la timidité. Il t'aime la sévérité. La sévérité n'est pas la rigueur, n'est pas une vertu, ça n'est jamais qu'un indice de la rigueur morale. Et c'est précisément à confondre la timidité avec la vergogne, c'est précisément à les confondre qu'on en devient d'abord un étudiant sans vergogne, puis, plus tard, un intellectuel sans vergogne. C'est à confondre, justement, précisément, la timidité avec la vergogne qu'on en devient un étudiant sans vergogne, puis un intellectuel sans vergogne. C'est à confondre la sévérité avec la rigueur qu'on en devient d'abord un professeur complaisant, indulgent aux faiblesses de ses élèves, qu'on en devient, et plus tard, donc on en devient un professeur indulgent, et plus tard, un intellectuel indulgent à l'égard de ses propres faiblesses. C'est à confondre la suractivité avec l'énergie qu'on en devient d'abord un intellectuel apathique, puis, plus tard, un homme désengagé, désinvesti de toute action. C'est à cause de la confusion, justement. Ça, c'est un premier point. À cause de la confusion entre l'indice de vertu, qui n'est pas vertu, et la vertu elle-même, qu'on en vient justement pas dans par l'activité intellectuelle, soit l'apprentissage, soit l'enseignement, soit même l'activité libre. On en devient un intellectuel sans vergogne, un intellectuel faible, indulgente avec lui-même, et un intellectuel désinvesti. Donc, encore une fois, c'est tout le mérite de BHL. Il faut bien quand même au moins qu'il ait un peu de mérite. C'est justement d'avoir résisté justement à ce désinvestissement de l'intellectuel. Bon, évidemment, c'était dans l'imitation de Malraux, c'est dans l'imitation de Malraux, il est toujours vivant, notre ami, c'est dans l'imitation de Malraux, puis de Sartre, mais il n'empêche, c'est un des rares. Alors, gare à la confusion. Gare à la confusion entre l'indice de vertu et la vertu elle-même. C'est précisément à les distinguer que l'apprenti chacham, puis le chacham, soit professeur, soit pas, est appelé à les distinguer. Il est appelé à les distinguer. L'implication dans l'étude véritable déjoue précisément les indices
qui, dans l'étude, ne sont plus que des faiblesses. Le chacham, ou l'apprenti chacham, dans son activité, dans son étude, dans son apprentissage, doit déjouer justement les indices de vertu qui ne sont que des faiblesses. Est-on timide ? C'est vrai, la timidité est un indice de la vertu de Boucha, de Vergogne. Mais si l'on n'est pas capable, dans l'apprentissage, d'audace, comme dirait Milner, et d'insolence, alors, preuve est faite que sa timidité n'est que faiblesse. C'est-à-dire l'indice trompeur de la vergogne. Le chacham, même apprenti, c'est celui, précisément, qui déjoue les indices de qualité morale, qui déjoue ce qu'on pourrait appeler des qualités naturelles. Bref, c'est celui qui déjoue la nature. La baïchanout, comme indice de la vertu, ça n'est en vérité qu'une qualité naturelle. Ça n'est pas une vertu. Il déjoue dans son étude, il doit déjouer la nature, mais non la morale, c'est-à-dire l'acquisition des midotes. Donc, il doit déjouer la nature, c'est-à-dire des qualités, ce qu'on peut appeler des qualités naturelles, mais non la morale, c'est-à-dire l'acquisition des midotes. Autrement dit, le baïchan, la baïchan, il doit, s'il est baïchan, par nature, parce qu'on est toujours baïchan par nature, on est timide par nature, ou bien peut-être par ses vices, à cause de ses vices, peu importe. C'est une seconde nature. En tout cas, on est baïchan comme par nature. C'est une qualité, c'est un indice. Ça n'est que l'indice d'une vertu qui s'appelle la boucha. Siman Yafé. Ça n'est que l'indice. Dans l'étude, ça devient une faiblesse. Une qualité naturelle dans l'étude, ça devient une faiblesse. Parce que l'étude, c'est déjouer la nature, sa propre nature. Excuse-moi, j'ai pas bien compris comment tu sors du relativisme qui est... Mais parce qu'il n'est absolument pas question de renoncer à l'acquisition des vertus, même dans l'étude. Mon ASEC, Balimoud, mon occupation à l'étude, ne me dispense absolument pas de l'acquisition des vertus, pas des indices, pas des vertus elles-mêmes, de la boucha, ça ne m'en dispense pas. Donc la boucha prévaut dans l'étude. Non, Tu captes ta bouche. non. Parce que tu dis que finalement c'est le caractère de Siman Baïchan qui est dévoilé par l'étude, mais qu'en vérité, ce que pointe le Siman perdure, même dans les La vraie vertu, elle est vertu Oui. même dans les juifs. Mais justement, dans l'étude, la boucha n'a pas lieu. C'est pas un enjeu, si tu veux. Mais la baïchanout, c'est pas que c'est pas un enjeu. La baïchanout existe. Et ce qui n'est pas clair pour moi, c'est tu dis que la Elle simple. Baïchanout c'est un Siman, j'ai Ouais. bien compris de quoi c'est un Siman. C'est un siman yafé de la boucha. C'est un indice de la boucha. Elle est indicatrice de ce qu'est la boucha. C'est-à-dire qu'il y a dans la baïchanout l'indice, Et la du boucha siman un peu. comme quelque chose qui serait une vertu naturelle ou quelque Non, chose au contraire, une vertu. Ça n'existe pas, les vertus naturelles.
une vertu donc, qu'il faut acquérir. Qu'il faille acquérir la boucha, c'est une chose. Mais il n'en est pas question dans l'étude. Ça... Donc boucha, ce serait plus ou moins l'équivalent de yiratret, c'est ça? Yirat Shamayim. Oui, enfin, c'est le fondement de la hiratret. C'est le contraire du bourg. Du caractère bourg, si on peut dire. C'est seulement à l'épreuve de l'étude que, non content de sa disposition naturelle à la vergogne, le timide voudra encore acquérir, par-delà sa nature, la vergogne, la véritable boucha. Autrement dit, sinon, s'il n'y a pas l'étude, il se contentera de prendre la baïchanout pour vertu. Une qualité naturelle, la baïchanout, pour vertu. Il a le dit, quand il dit lo abaïchan lamed, il veut dire dans l'étude, déjoue ta timidité. Un indice de vertu, ça n'est jamais qu'une faiblesse dans l'étude. La nature, dans l'étude, ça n'est jamais qu'une faiblesse. La Kabdanout, c'est pareil. Kabdanout, la sévérité, ça n'est jamais que l'indice de la rigueur, qu'il ne faut pas confondre avec la rigueur morale. C'est connu. Tous les hommes, enfin, je sais pas, au 17, enfin, on peut lire les directeurs de conscience depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'ils ont été dénoncés, enfin jusqu'à Molière en tout cas, ils faisaient passer la sévérité pour de la rigueur morale. Ils faisaient passer pour indice de vertu. Voilà. L'étude déjoue ça, déjoue les qualités naturelles comme des faiblesses. Autrement dit, pour finir, c'est seulement à l'épreuve de l'étude que l'on s'arrache à sa nature, même de tendance vertueuse, parce que dans l'étude, toute tendance naturelle, même vertueuse, est une faiblesse. Voilà ce que nous dit là. Point barre. Pessar caché dans sa mère. Ah oui, vous avez la pause biscuit maintenant. Ouais. C'est une pause où on peut te poser toutes les questions. Ouais. Même pas en rapport avec ça. Ah, sur le crash? Non. Est-ce que c'est un attentat terroriste? Non, c'est pas de propos. T'as une Est-ce qu'il y a déclaration. d'autres indices de vertu à part ces deux-là? Ouais. Mais qui n'ont pas d'implication dans l'étude. Il n'y aurait que ces trois-là par rapport à Voilà. Et la baïchanout propre de l'étudiant et la kabdanout propre de l'enseignant. Et la troisième, l'énergie. Marqué, on répète pas. Devenir chacham, le devenir. Bisrora marqué. L'eau, kolamarbe bisrora marqué. Je ne vais pas citer la même raf dans Brachot qui dit qu'il y a 3 simanim dans la... Oui, la baïchanout de. Ouais, bah quoi? Comment ça s'intègre? Mais non, c'est ce qu'on t'a dit. C'est pas la timidité, c'est la boucha. Mais c'est étonnant. Là-bas, le baïchan, c'est pour dire qu'ils sont. Baïchani, c'est pour dire qu'ils sont mis de baïach. C'est le dérivé, si tu veux, de boucha. C'est pas ici le. Il n'y a pas de mot, si tu veux. Rahmanim, baïchanim et gomle chassanim. Ouais, il y a quelque chose qui me surprend. Ouais. Baïchan lamed ou kabdan lamed, ça nous prend à contre-pied. C'est-à-dire c'est des vertus a priori. En fait, quand tu dis non, c'est des simanes vertus, donc justement tu dois. Mais le kolar bisrora markim, ça c'est pas quelque chose qui nous prend à contre-pied a priori. Parce que c'est vrai qu'il faut être dynamique, mais
Hein? Dans le contexte de pourquoi est-ce qu'on utilise Mais non. Ouais, Quoi? Là, si c'est pour nous C'est- parler de l'homme énergique, Le dynamisme. si c'est pour nous parler de l'homme énergie, pourquoi est-ce qu'on prend le cas de celui qui est du marchand, celui Mais- qui est marchand de... Non, le dynamisme, ce qu'on appelle le dynamisme. Ouais. Dynamisme dans l'étude elle-même, le dynamisme Pourquoi est-ce qu'on nous... comme qualité naturelle qui pousse un grand nombre d'hommes à réussir, enfin, à faire du commerce et à prospérer dans le commerce, d'accord? Ce dynamisme qui n'est qu'une qualité, qui n'est qu'un indice d'une qualité qui s'appelle l'énergie, mais entendez bien l'énergie, c'est-à-dire s'investir dans l'action. Ça, cette qualité naturelle, devient une faiblesse dans l'étude. On est incapable de s'asseoir pour étudier. C'est quoi la vertu hein Incapable de méditation. Et ça serait quoi la Incapable de méditer. Ça serait quoi la qualité vertueuse dans ce cas-là? La vertu, Ouais, qu'il faut acquérir. mais la vertu, c'est savoir s'investir dans l'action. L'engagement, pour le dire. Non, mais Dans par une rapport belle au langue. marketing, par rapport au Mais ça ne regarde pas la chorma, l'engagement. Même là, il y avait Il y a une vertu qui serait... il y a qui assez- serait, Non. il y a un dynamique vertueux. Il y a un Non. Il De avait dit qu'on Que quoi? la vergogne, on pouvait l'acquérir par le limon. Mais non, j'ai pas dit ça. C'était pas l'enjeu. Mais Le limout. Non, tu l'as dit. j'ai pas dit ça. On construit la mida. Mais non, j'ai pas dit ça. On déconstruit le siman pour mieux On construire la- déjoue une qualité naturelle, ce qui veut dire que je suis, quoique dans l'étude, je suis quand même soumis à l'injonction morale de la boucha. Mais pas, c'est pas de l'étude, c'est pas par l'étude que j'acquerrai la boucha. Ah bah ça c'est un autre problème. Comment acquiert-on les vertus, c'est un autre problème. Ah mais non, bah non. Ah bon. Et en plus, et d'autant plus, Ah je me suis mal exprimé alors. Eloa Maharetz Racine, on avait vu que voilà, il y a deux manières d'acquérir la vertu, soit par la chorma, soit par imitation. Donc voilà que la vraie manière d'acquérir la vertu, c'est par la chorma. Sois patient. La chorma, d'accord, c'est pas le AS5, c'est pas le limoud forcément. D'accord. On peut exercer sa chorma et c'est de manière privilégiée l'étude, mais ce que nous apprend le Rambam, c'est que l'exercice de la chorma, pour ainsi dire, est universel. Quoi qu'on fasse, à quoi que l'on s'affaire, il faut exercer sa chorma, son intelligence. Ça, c'est un grand chidouche du Rambam. C'est-à-dire notamment dans l'éthique, en matière éthique. Mais l'exercice de la chorma en matière éthique, c'est pas celui que l'on connaît dans l'étude. Donc, Vincent m'a parlé de l'étude, il m'a pas parlé de l'exercice de la chorma. Oui, c'est ce que tu as dit. Dans l'étude, il n'est pas... L'étude permettait d'acquérir cette vertu. Mais je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'entends. On a la bande. On a la bande. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'étude, par l'étude, Ça permet d'abandonner on déjoue la qualité naturelle impliquée dans l'étude. On déjoue ce qu'ont, pas des qualités naturelles, des indices de vertu qui sont en vérité des penchants naturels, sont vraiment c'est déjoué et c'est des faiblesses. Mais quant aux vertus, justement, tu discernes, ça te permet de discerner. Par l'exercice de l'étude, tu discernes entre la timidité et la véritable vertu qui s'appelle la boucha. Tandis que ça n'est pas discerné. Ou la sévérité, tu discernes la sévérité et la rigueur. C'est très rarement discerné. On discerne très rarement entre la sévérité et la rigueur. On prend la sévérité pour de la rigueur morale, ce qui est faux. C'est pour ça que le procès qu'on fait au professeur sévère, on dit, c'est mal la sévérité. Mais à certains égards, c'est vrai, parce que le professeur sévère se fait passer pour
pour un homme rigoureux, et ça n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu fais donc de la vergogne Ça n'est jamais qu'un homme naturellement sévère et qui... Mais dans l'étude, est-ce que tu fais de la vergogne ou de la rigueur, C'est pas le problème de l'étude. Mais L'important dans l'étude, c'est que tu les discernes. C'est que voilà. Et encore, ce n'est que... Il n'est question que de ces trois-là. Mais il doit être un homme il doit rester un homme vertueux. Pas, mais oui, c'est pour ça que c'est pas contraire. On ne devient pas immoral par l'étude. C'est pour ça que c'est faux. On déjoue. C'est-à-dire que l'exercice de l'étude déjoue des qualités qu'on prendrait pour des vertus comme étant des faiblesses dans l'étude. Bon, bonnes vacances. À une prochaine.